Ça va? C'est pas le moment de sortir, là, les amis commencent à parler. Je bouge? Je bouge pas, non, c'est bien. À mon tour de parler, donc après vous avoir écouté avec beaucoup de joie et de plaisir, mais évidemment, même si nous réunissons son chapeau, c'est-à-dire son titre et son chapeau, mais notre formation première, elle est là. Donc, et puis, je pense que l'apport de chacun, dans cette rencontre, chacun doit apporter ce qu'il sait, son bagage. Donc, apporte son bagage. Donc, chacun à partir de sa formation première. Et je vais vous parler du passé de la rencontre. On vient de ce que, en tant qu'historien, ce que quel élément apporté pour, partir d'une expérience passée comme outil pour renforcer quelque chose qui se déroule aujourd'hui et qu'on espère qu'il puisse continuer. Donc c'est ça l'idée. Évidemment, je tiens à vous dire que ce que je vais vous dire a été présenté la semaine dernière en Allemagne sous le titre de Cosmopolitisme en Tunisie, 19e, 20e siècle. Donc, cosmopolitisme, donc est-ce que c'est possible de vivre un vécu ensemble? Donc, comment est-ce que y a-t-il cette convivialité? Comment, dans quelles conditions elle peut durer? Comment elle peut, ou bien dans quelles conditions elle peut aussi échouer? Parce qu'il y a des formules utilisées, il y a le melting pot, donc c'est la fusion de plusieurs groupes au sein d'un modèle dominant. Donc c'est de quoi les États-Unis se glorifient. Donc ils font revenir donc les sources de la richesse américaine ou bien de la croissance américaine ou bien du succès américain au melting pot. Donc même si lorsqu'on est à New York, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à New York, donc le succès du maire est venu tout en invoquant les multiplicités ou bien les multiplicités d'apports et de rapports par rapport à l'immigration. Donc aujourd'hui, on se rappelle. Alors, je vais vous parler donc de ce cosmopolitisme en Tunisie du XVIIe siècle au XXe siècle. Mais rassurez-vous, je ne vais pas trop montrer les détails, mais juste évoquer les formes de son existence, de ce cosmopolitisme. Je ne sais pas si c'est clair ou bien c'est... Oui, c'est bon, c'est visible. Oui. Alors, j'annonce un peu mon plan. L'état de la question, c'est-à-dire que le concept, sa genèse, donc par rapport au récit national unique, pourquoi aujourd'hui on parle peu de sa diversité, pourquoi ce repli, disons, donc, ou bien comment il y a cette notion bien identitaire, pas seulement en Tunisie, mais partout. On parle aussi, aujourd'hui, il y a un repli, et on cherche l'unicité que la diversité, ou bien, donc même on oppose que la diversité pourrait être source de danger. Ensuite, partant de l'expérience que j'ai étudiée, je vais parler de typologie, des communautés et des minorités, de la diversité de leur statut. Vous allez écouter plusieurs mots les émis, le millet, membres du millet, capitulation. Donc ce sont des choses que l'histoire a fait naître et puis l'évolution de la situation des communautés en Tunisie
du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Donc c'est mis vraiment à titre c'est-à-dire d'exemple. Je ne vais pas pouvoir... je peux vous envoyer un long article à partir duquel se base ce travail, mais... donc, je disais tout à l'heure que depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956, il y a un faible intérêt à cette question de la diversité ou bien aux influences des cultures qui sont passées en Tunisie. Elles sont là, mais on ne veut pas les évoquer. Et pourquoi? Parce que l'intérêt de l'histoire, de l'historiographie, s'est porté surtout à la composante majoritaire arabo-musulmane, considérée comme le véritable vecteur du mouvement national libérateur de la domination étrangère française. Donc, il s'est constitué depuis 1956 un récit national qui est né par l'exclusion de l'autre. Ce n'est pas en intégrant l'autre, mais en disant le juif, le chrétien, le français, le maltais, l'italien, oui, on peut dire oui. Ils étaient là, mais ils étaient avec la colonisation. Donc bon, d'accord, bon, ils étaient là, mais c'est tout. Mais on va pas. Donc il n'y a pas eu d'intérêt à montrer les traces des différentes communautés ethniques ou religieuses considérées liées à la période coloniale, même si on va le voir, elles sont là depuis longtemps, mais en même temps, on va choisir le dernier moment où il y a eu opposition entre nationalisme et colonialisme, et pour dire que, voilà, cette diversité était liée à la présence coloniale, mais voilà, donc, petite communauté, donc, bon, d'accord, ils étaient là, mais bon, maintenant c'est fini. Donc, l'État-nation a privilégié le récit de la mémoire. Et on avait parlé un peu hier, la mémoire décompose en souvenir et oubli, plus que celui de l'histoire. Donc, parce que le porteur celui qui a parlé le plus du passé, c'est un politique, c'est Bourguiba. Donc, nous avons parlé hier de ses discours, notamment en novembre 1973, et il s'est érigé en historien. Donc, à l'université, il vient donner aux journalistes des conférences hebdomadaires pour parler de l'histoire de la Tunisie depuis les temps les plus reculés jusqu'à lui. Donc, pour montrer à la fin que c'est la première fois qu'un Tunisien, qu'un indigène prenne le pouvoir. Et voilà, donc faites attention. Donc il y a une seule voie, une seule histoire, et que si jamais vous allez sortir de cette voie-là, vous risquez de revenir à l'anarchie. Donc aucun intérêt s'est manifesté à montrer les traces des différentes communautés ethniques ou religieuses considérées liées à la période coloniale, et cette manière d'agir par rapport au passé. Il y a deux niveaux bien distincts, la mémoire et l'histoire. Ce qui constitue donc la mémoire privilégie, donc comme j'ai dit, elle est composée. Maintenant, les psychiatres, les psychologues donc peuvent, c'est le rapport à l'étude du passé qu'elle distingue, elle fonctionne par le souvenir et l'oubli, alors que l'histoire, c'est autre chose. L'histoire se base sur l'étude de l'interprétation de toutes les traces du passé, de tout ce qui compose le passé, sans aucune exclusion ni amnésie. Le principe, le rôle de l'historien commence après, une fois il a découvert la matière première qui est les traces, et tout ce qui est trace pour nous est objet d'interprétation. Donc, je peux dire que évidemment, tout événement, ou bien s'il y a manque d'intérêt, il y a explication. Et l'explication, c'est que, évidemment, l'adage, les absents ont toujours tort. Donc, ceux qui, au lendemain de l'indépendance, départ par vagues successives de la majorité des communautés et minorités ayant vécu en Tunisie, et on peut dire que les petites histoires sont emportés par la grande histoire. Donc, l'histoire de l'anticolonialisme
c'est lui qui a vaincu, et les autres, donc, même s'ils ont eu chacun, les Italiens, les Maltais, les Juifs, etc., ils ont eu leur petite histoire dans ce pays, donc c'est, évidemment, ils sont emportés par la grande histoire, et je reprends Maurice Halbwach, donc sociologue français, qui nous apprend que les souvenirs ne peuvent subsister qu'à l'aide des mêmes cadres sociaux. Et donc, donc il faut que que la mémoire puisse continuer, il faut que le même cadre social se perpétue, existe. Donc la notion de mémoire collective postule le groupe. S'il n'est plus là, la mémoire commence à être affectée, fissurée, s'affaiblit, mais pour l'historien, ne se perd pas, ou bien elle peut toujours être ressuscitée, parce qu'en fait, ce qu'on considère comme oubli, en réalité, n'est pas disparition totale. Il est là, mais comment on appelle ça, il reste dans un casier, mais à tout moment, il peut être ressuscité, il peut apparaître, évidemment. Celui qui, pour mon métier, c'est le rôle de l'historien, d'avoir recours à cette mémoire et même de la ressusciter lorsqu'elle se réfugie ou bien ne veut plus apparaître ou n'est plus visible. Donc après les temps agités du divorce ou bien de séparation, on finit par assumer ce passé et un regain d'intérêt pour le passé peut surgir. Donc désir de recréer un monde disparu alors que ces cadres ne sont plus là. Et donc dans ce cadre-là, dans ce moment-là, l'apparition peut apparaître sous des formes nostalgiques ou mélancoliques. Et donc Albert Memmi écrit « Nous avons mal en notre mémoire, nous souffrons d'un défaut de reconnaissance ». Et je dis qu'il a raison, mais comment résoudre cela? C'est par l'histoire et non par la mémoire. Tout en ayant recours à la mémoire, c'est par l'histoire qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Donc, je peux même faire une première digression, c'est que je vous montrerai tout à l'heure l'église russe, qui n'est pas loin d'ici, elle est à 600 mètres. Pendant 4 ans, chaque année, on était tenu en tant qu'étudiant d'aller faire, disons, qu'on appelle la certificat de bonne santé, c'est une consultation pour voir qu'on est en bonne santé. Et le centre universitaire où on faisait cette consultation, il est toujours là d'ailleurs, se trouve à côté d'un bâtiment. Ce bâtiment-là, que je n'ai jamais vu, donc j'ai été étudiant de 1974 à 78, 1974-1918, mais je ne l'ai vu, ce bâtiment qui existe à côté, qu'en 1990. Je n'ai vu ce bâtiment, pourtant chaque année je passais devant lui et c'était une église russe. Donc, et que j'ai passé donc, pendant chaque année, et je pense que 99% des étudiants passaient chaque année pour faire le certificat médical ou bien l'attestation de bonne santé, passaient devant l'église sans se poser c'est quoi, pourquoi cette... évidemment, pourquoi? Évidemment parce qu'il y a cette amnésie, j'explique par l'amnésie. Et dans la société musulmane, les minorités et les communautés ont été régies par divers statuts référant à la religion, peut-être à la peau, pour les Noirs, donc à la langue, pour les Berbères, donc, et dans la Ummah musulmane, la nation musulmane, l'autre, le non-musulman, on l'a appelé un dhimmi. Dhimmi, c'est-à-dire protégé, donc dans l'islam. Donc il y a ceux qui sont des musulmans, ils font partie de la Ummah, et les autres, bon, ils sont des gens du livre, donc ils ont des livres, ils ont l'Ancien Testament ou la Bible, mais ils n'ont pas le même grade. Alors ils peuvent être acceptés dans la société, mais avec ce statut, disons, particulier,
inférieur, mais en tout cas particulier. Je veux pas, parce que par moment, il peut devenir vu comme inférieur, mais il y a un côté d'infériorité et le prix à payer, c'est que c'est pas c'est pas le même fisc ou bien le même, on appelle ça c'est pas oui, le même impôt donc oui, c'est pas donc il payait donc c'est la jizya, donc c'est qui est supérieur parce que le dhimmi ne participe pas à l'armée parce qu'on a peur au moment d'une opposition avec l'étranger qu'il devienne la 5e colonne. Donc c'est ça le dhimmi. Et cette notion concernait en Tunisie notamment les Juifs, parce que dans l'histoire du pays, à partir du XIe siècle, il n'y a plus de chrétiens. Donc, ils vont revenir à partir du XVIIIe siècle, mais ces Juifs vont se constituer de deux groupes. Un groupe majoritaire, les Touans, c'est les pauvres, et un second groupe qui va apparaître dans le pays à partir du XVIIIe siècle, les Livournais. Livournais, c'est... Livourne, c'est Ligorno en italien, donc c'est un port sur la côte italienne où des Juifs vont venir en tant que commerçants et puis pour s'installer. Et nous avons encore une trace, si vous êtes dans les souks, vous allez voir souk le Grana. Il n'y a plus de Juifs, mais c'est pour rappeler ce groupe-là. Un deuxième groupe, ce qu'on appelle membre d'une millée, c'est une notion qui apparaît au temps des Ottomans, qui est différente, qui englobe les différentes communautés non musulmanes vivant dans l'Empire. Et cette notion en Tunisie va concerner surtout les Grecs orthodoxes, Millet Roum, le groupe des Roum, parce que vous savez que dans l'histoire, lorsque les Ottomans ont conquis ce qui constitue l'actuelle Turquie, il y avait les Byzantins depuis des siècles, et les Byzantins étaient des chrétiens orthodoxes, et ceux qui avaient accepté de continuer à vivre dans l'Empire, donc on va leur donner un statut particulier, parce que l'Empire ottoman était composé de plusieurs millets, plusieurs groupes, plusieurs communautés. Parmi eux, il y a les Millet Roum. Donc, eux, ils vont pouvoir circuler dans l'Empire ottoman en toute liberté. Et c'est les premiers qui avaient un statut relativement privilégié par rapport... Ils n'étaient pas... on ne pouvait pas les mettre c'est-à-dire en esclavage, alors que les autres, les chrétiens catholiques, enfin européens, donc ils pouvaient l'être. Et la communauté qui va apparaître en premier, c'est lié aux capitulations. Cette notion c'est pas, je ne sais pas, les historiens ont retenu que c'est des capitulations, mais en fait c'est des privilèges qui sont nés d'un accord entre Soliman le Magnifique, donc le fameux, comment on appelle ça, empereur ottoman, Sultan, et François Ier. Tous les deux étaient liés d'alliance contre le roi espagnol Charles Quint. Donc c'est de là qu'on a donné la faveur aux Français de pouvoir résider dans les échelles d'Orient, pas seulement à Tunis, mais et d'entretenir un commerce et d'avoir une situation, et ça va s'étendre à ce que cette situation donnée au temps de François Ier, que ce sont les Français qui vont être les protecteurs des chrétiens dans l'Empire ottoman. Donc, petit à petit, donc, elle va englober non pas les Français seulement, mais tous les autres chrétiens. Alors, donc, nous allons avoir donc, au sein de la Médina, ça s'appelle la ville historique, enfin Médina aujourd'hui par opposition à la ville moderne, mais la ville historique, nous avons des quartiers. Donc là, c'est la grande synagogue de la Hara. Donc la Hara, c'est le mot en arabe, veut dire quartier, mais en Tunisie, ça veut dire le quartier réservé aux Juifs, alors que en arabe, en Égypte ou bien dans les pays d'Orient, lorsqu'on dit, même un roman célèbre s'appelle Aoulad Haratna, c'est-à-dire les enfants de notre quartier. Alors que, mais en Tunisie, la Hara, lorsqu'on dit la Hara, c'est le ghetto, en fait, c'est le quartier réservé aux Juifs. Et au Maroc, on appelle ça le Mallah.
là où vivent les Juifs. Mellah, en fait, ce sont les terres sialines, les terres qui ne sont pas porteuses. Donc on leur donne la partie de la ville qui n'est pas, disons, fructueuse. Là, ce que vous voyez à droite, c'est aujourd'hui, donc c'est là où la photo, lorsqu'elle a été prise, c'était devenu l'administration d'état civil de la mairie de Tunis, mais en réalité, c'est l'église, l'ancienne église Sainte-Croix. Donc, dans une rue, parce que lorsque vous êtes à l'entrée de la ville, il y a deux rues, rue Kasbah et la seconde, la rue aujourd'hui s'appelle la Grande Mosquée, mais avant s'appelait la rue de l'église. Et cette église-là, c'était, avant de devenir église, elle était un bani. Et le bani, c'est l'endroit où, lorsque les pirates arrivaient à prendre des marchandises ou bien des hommes, des chrétiens, ils les mettaient dans ce bagno. Enfin, bagno, c'est du mot italien, on les mettait dans cet endroit et ils attendaient trois possibilités, ou bien qu'ils soient secourus par des ordres religieux pour être libérés lorsqu'ils sont riches, et c'est que l'ordre religieux, notamment les lazaristes espagnols, avançaient de l'argent au bey pour les libérer. En contrepartie, la famille va donner de l'argent. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est que le chrétien se met sur la place et est absous, c'est-à-dire dit que je ne suis plus chrétien, je suis devenu musulman, et il passe son temps, il devient musulman, donc il s'intègre, c'est cette forme de melting pot. Donc, en s'intégrant, donc, il quitte sa religion pour s'intégrer à la Ummah islamique. Ou bien la troisième possibilité, c'est qu'il dit que bon, je vais rester chrétien, mais je vais me libérer. Comment il va se libérer? C'est en travaillant. Donc il y a beaucoup de mosquées, beaucoup de bâtisses influencées jusqu'à aujourd'hui influencés par des formes d'architecture européenne, ils sont l'œuvre de ces disons, esclaves en état, c'est-à-dire qui sont là, qui rentrent dans les bagnes le soir, mais le matin, enfin la journée, ils travaillaient et pour collecter une somme d'argent par laquelle ils peuvent se libérer. Donc c'était les formes d'intégration qui se faisaient. Mais tout ça se fait à l'intérieur. Oui, maintenant elle a été reprise. Il y a un projet, si vous avez le temps, elle a été retapée. Il y a des expositions qui se font dans cet endroit. Donc c'est la chapelle Sainte-Croix. Donc elle a repris. Ce n'est plus une église, mais un lieu culturel qui a été restauré où on trouve des espaces de spectacle. Donc c'est en forme de résurgence de ce lieu. Alors comment se faisait l'évolution? Donc c'est dans cette période, allant je dis que l'évolution va se faire donc à travers ces trois statuts de dhimmi, de membres du millet ou bien de bénéficiaires du régime des capitulations. Et à cette période donc, qui s'étale du XVIe siècle au début du XIXe siècle, cette évolution, donc, elle était régie par c'est-à-dire cette relation particulière entre la France et la Tunisie, le régime des capitulations, mais dans la réalité, la présence était limitée aux commerçants qui vont vivre dans un espace qui s'appelle le fondouk. Donc c'est d'ailleurs ce fondouk, parce que les négociants n'avaient pas le droit de venir avec leurs femmes, donc ils venaient pour une période donnée pour ne pas élire domicile, c'est-à-dire que le chrétien n'avait pas le droit, l'autre n'avait pas le droit, il peut venir pour le commerce, c'est-à-dire le besoin se fait, donc c'est la relation entre majorité et minorité, donc on a besoin de la minorité, mais on a besoin pour ce qu'elle peut faire et non pas
pour pour ce qu'elle peut faire à la majorité et non pas pour une réelle coexistence. Donc c'est le besoin qui fait peut donner lieu à cette présence-là. Évidemment, cette situation ne pouvait pas durer pour plusieurs raisons, parce que même le statut qui existait, donc qui protégeait les chrétiens, pouvait mettre à l'abri les chrétiens, mais les risques de la course étaient là, et parce que une bonne partie des ressources de l'État bellical se faisait à travers les impôts, l'imposition des locaux, des indigènes, et aussi par les revenus de la course. Et la course, des fois, elle dépassait en pourcentage les impôts qu'on oblige la population locale à les donner. Donc, c'est pour cela que les nationaux des autres puissances européennes continuent à subir les effets collatéraux de la course, notamment les risques de tomber dans l'esclavage. Mais il y avait certes des consuls, il y avait des ordres religieux, mais ils ne pouvaient pas assurer une vraie garantie de protection. Donc il y avait toujours une instabilité jusqu'à ce que, évidemment, on se débarrasse ou bien on en finit avec Napoléon, et qu'en 1815 va se tenir le fameux congrès de Vienne qui va décider d'en finir avec cette course appelée à l'époque barbaresque en Méditerranée, qui avait beaucoup augmenté durant les guerres napoléoniennes, donc, où l'Europe était en pleine guerre, et on va imposer à partir de 1815 à ce que cette course s'arrête par une campagne dirigée par un lord britannique, Lord Exmouth, donc qui va arriver en 1815 avec une flotte qui va imposer aussi bien aux Dey d'Alger, aux Bey de Tunis, aux Dey de Tripoli, pour qu'ils arrêtent cette course et d'arrêter donc cette piraterie. Donc, et évidemment, cette escadre, conduite en 1815 par un amiral, va donner lieu donc à une nouvelle réalité, ce qui montre que c'est l'Europe qui va dominer la Méditerranée. Et un autre tournant va se faire, c'est cette fois-ci en 1830, c'est la conquête d'Alger, qui va avoir des répercussions dès 1830, dès août 1830, parce que le bey de Tunis, pourtant, il avait aidé les Français avec des chevaux, etc., pour mener la conquête. Il va, en finissant la conquête d'Alger, on va lui dire, attention, tu dois signer toi aussi un traité pour dire que, pour renoncer à jamais au droit de faire de la course et abolir l'esclavage des Blancs et des chrétiens. Et même, on va l'obliger à signer un accord additionnel à ce traité pour que le bey cède au roi de France un emplacement à Carthage pour ériger un monument à la mémoire du roi Louis IX, donc Saint-Louis, mort à Carthage en 1270. Donc on va dire que voilà, une nouvelle situation doit se créer, montrant cette affirmation. Je rappelle qu'en août 1830, il y avait la glorieuse révolution en France. Donc, lorsqu'on avait signé le 8 août 1830 ce traité, on ne savait pas qu'il y avait un changement de régime en France. Parce qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Alors, donc, je vous montre là, c'est l'image, disons, du juif, donc c'est le rabbin juif, donc à gauche, donc puis qui va connaître donc à la faveur de ce changement de situation, donc on va abolir la Dhimma en 1857, donc c'est le pacte fondamental, Ahd al-Aman, et aussi ce que vous voyez, donc c'est le fondouk. Tout à l'heure j'ai parlé, le fondouk, c'est les lieux
qui réunissait la nation française ou la nation italienne ou la nation, donc plusieurs fondouks anglais. Donc il y a tout un quartier consulaire à Tunis. On va dépasser cette situation de cantonnement des chrétiens. Donc le fondouk, il est en piètre état. Aujourd'hui, il mérite qu'on s'en occupe pour le réaménager. Depuis 1830, une nouvelle situation va se créer, et c'est que la présence étrangère va être gérée par une présence forte de consuls. Les consuls représentant les différentes nations méditerranéennes vont prendre de l'ampleur. Et à partir d'Alger, notamment, parce que nous sommes devenus donc, la frontière de la Tunisie, donc à la frontière de la Tunisie, il y a l'Algérie, donc, et la situation va, c'est-à-dire il y a une présence chrétienne, tout d'abord religieuse, et qui va venir les Grecs aussi qui étaient en Tunisie vont se révolter un peu pour dire qu'il y a un État grec qui est né en 1830, donc plusieurs mutations, et aussi il y a une immigration en provenance de la Sardaigne, notamment de la Sicile, de Malte. En 1856, il y avait 12 300 Européens, parmi eux 7 000 Maltais, et aussi des Italiens en provenance des îles citées, à la fois la Sardaigne et la Sicile, et aussi très peu de Français. La proportion des non-musulmans, juifs et chrétiens, à Tunis, fait que la Tunis prend une allure de ville cosmopolite, mais cosmopolite dans cette situation un peu marquée par une avancée de l'Europe, une avancée d'une Europe en situation d'inégalité. Mais c'est un peu le contexte dans lequel va naître ce cosmopolitisme. Une partie d'entre eux s'installe à partir de cette date, commence à s'installer en dehors des murs de la ville, donc notamment avec des écoles, avec des théâtres, avec des églises. Donc, elle va prendre une autre forme que celle qui était prise dans la période précédente. Et le pacte fondamental proclamé en 1857, même s'il abroge le statut de zimmi dont on a parlé, il va autoriser les Juifs à, évidemment, ils vont devenir des sujets du bey, mais comme les musulmans, mais on ne leur donne pas tous les droits parce que depuis des siècles, ils étaient dans une situation d'infériorité, mais il autorise également les étrangers à mener librement des activités économiques. Donc le caractère cosmopolite va s'affirmer. Évidemment, c'est dans ce contexte qu'il va s'affirmer, mais évidemment, il va y avoir, à la fin de cette seconde période, la colonisation. La colonisation en Tunisie, je dirais, va donner un autre caractère à ce cosmopolitisme né d'une égalité qui va s'affirmer durant la période coloniale. Une nouvelle situation découlant des traités du protectorat signés le 12 mai 1881. Elle est caractérisée par une communauté française peu nombreuse, mais dominante politiquement. La prise de conscience de la faiblesse du nombre ne sera effective qu'après le premier recensement de la population en 1921, parce que de 1881 à 1921, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, on autorisait à ce que les Siciliens, les Sardes arrivent, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour les mines, pour les routes, pour les voies ferrées, etc. On avait besoin de la main-d'œuvre. Mais lorsqu'il va y avoir officiellement un recensement en 1921, on va se rendre compte que les Italiens, le nombre d'Italiens était le double de celui des Français. Donc à ce moment-là, on va recourir à plusieurs méthodes, notamment la naturalisation pour équilibrer le nombre entre Italiens et la population italienne, la population française de Tunisie. Et il a fallu 10 ans, de 1921 à 1931, pour qu'il y ait un équilibre. On arrive, mais l'équilibre d'après les chiffres, qui peuvent être manipulés, mais pour arriver à un équilibre entre Italiens et Français de Tunisie, même si les Français n'étaient pas tous
comme on dit, de souche française, mais sont devenus français grâce à l'intériorisation des petites communautés, les Russes, les Maltais, mais pas les Italiens, parce qu'en fait, on se méfiait des Italiens. Donc, c'est-à-dire en appelant les petites communautés. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va arriver donc à une situation où il y avait plus de Français, 143 000 Français, et cette augmentation est née surtout à cause suite aux naturalisations, contre 84 000 Italiens, donc, avec des petites communautés grecs, russes, espagnols, juifs, donc vont gonfler le nombre des Français venus de France depuis l'installation du protectorat français en Tunisie. Donc c'est cette situation qui est née de ce... c'est pas une photo, mais qui montre donc la signature du traité de Bardo, qui, un peu au niveau juridique, on appelle protectorat français, mais en réalité, la seule formalité, c'est qu'on va maintenir le B. Mais en réalité, les pouvoirs sont entre les mains des Français. Et ça va s'illustrer par deux manières. Donc, ce que vous voyez là, c'est Jules Ferry, la place où vous voyez maintenant la pendule, la grande horloge. Il y avait Jules Ferry, donc, avec une paysanne qui lui tend une gerbe de blé, et avec un élève donc, qui le regarde, symbole donc, de l'école, donc Jules Ferry. Et de l'autre côté, à droite, c'est aujourd'hui, c'est à l'entrée de la ville, de la Médina, c'est le cardinal Lavigerie. Donc même ce cardinal, il a été doublement combattu, tout d'abord par les laïcs français. On ne voulait pas qu'il soit sur la même avenue portant le nom de Jules Ferry, parce qu'on voulait le mettre devant la cathédrale. Mais on l'a repoussé vers la ville, mais en 1925, la statue, mais ce qui va déclencher tout un mouvement populaire de résistance, en disant que même l'image que vous voyez là, où il tournait le dos à la vieille ville, elle a été interprétée pendant longtemps, cette image-là, comme étant qu'il allait attaquer la ville. Donc ça a provoqué d'ailleurs, on verra tout à l'heure, une des premières mesures qui va être prise, c'est de... le fait qu'il soit en contre-plongée, là. Oui. Alors, ça donnait aussi, la colonisation française, j'ai pris le cas de deux villes, Sfax et Tunis. À gauche, c'est Tunis. Donc, vous voyez, il y a un noyau de ville, la ville historique, donc entourée par les murailles. Et ensuite, en bas, il y a une ville européenne. Donc, ça va donner ce qu'on appelle, ce que les architectes appellent donc une dualité urbaine entre deux paysages au niveau urbain. Et la même chose pour Sfax. Vous voyez la ville ancienne et devant, donc en bas, entre la ville et la mer. Donc c'est là où va se faire la ville européenne. Ces réalités urbaines vont se traduire aussi par d'autres réalités au niveau des symboles de domination religieuse, surtout dans la ville européenne. Ce que vous voyez là, la cathédrale qui existe jusqu'à nos jours, donc, et ensuite, derrière elle, il y a une église grecque, donc orthodoxe. Donc c'est la même chose. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette église à gauche, qui est une église russe orthodoxe, qui existe toujours. Et là, à droite, c'est l'église grecque à Sfax. Donc, c'est-à-dire que c'est les réalités. Donc, ces réalités sont marquées, nouvelles réalités sont marquées par cette présence donc de communautés, mais comme je disais tout à l'heure, ça se faisait sous surveillance française, sous surveillance ça va donner lieu, évidemment, au lendemain de l'indépendance, à des mutations. Donc, ce que vous voyez dans ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un premier geste qui va être le déboulonnage qui va se faire. La Tunisie est indépendante le 20 mars,
Et cette photo date du 18 mai 1956. C'est-à-dire à peine Tunisie indépendante, on va commencer par... évidemment, le déboulonnage des statuts ne va pas donner vite au départ de ces communautés. Ça va se passer, contrairement à l'Algérie, ça va se passer sur, disons, en gros sur une décennie, de 1956 à, en gros, à 1967. Donc c'est cette... donc là, c'est le départ, c'est des photos de départ, mais les cultes non musulmans figurent. Donc, vous voyez, c'est une photo qui date de 1966, mais on peut voir toutes ces églises continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des églises qui se trouvent, mais que le Tunisien formé à l'école publique ou bien à l'université ne connaît pas, ne voit pas. Ils sont invisibilisés par l'enseignement de l'histoire qui ne donne pas place, n'accorde pas place à l'autre. Donc il les rend invisibles et évidemment ce recours ou bien ce discours sur la pluralité ou bien il n'apparaît que, comme j'ai dit tout à l'heure, bien après l'indépendance. Il a fallu 20 ans ou 30 ans qu'il puisse apparaître sous forme, cette fois-ci, j'ai pris l'exemple d'un timbre donc, officiel donc, de la synagogue de Gerba, donc très célèbre donc, aujourd'hui, qui n'était pas, bon, il était célèbre, mythique, mais à l'époque où il y avait les Juifs en Tunisie, c'est-à-dire les Juifs qui ont des moyens, donc vont plutôt passer leurs vacances en France, à Vichy ou bien dans des stations thermales, mais aujourd'hui, elle devient le point de ralliement de tous ceux des Juifs qui ont quitté la Tunisie, y compris notamment les Juifs de Tunis, alors qu'avant, c'est-à-dire on pensait plus à l'Europe, maintenant ça devient un point de ralliement et s'exprime donc à travers ce timbre postal donc qui est officiel. J'ai pris un autre exemple, c'est la danse du feu, rappelle le film sur une diva de la chanson tunisienne, la juive Habiba Msika, qui a été brûlée par le feu de son amant, parce que donc, il a immolé par le feu en février 1930, et qui résiste autant, donc depuis un siècle maintenant, sa mémoire est toujours vivante. Donc, ce sont des formes de cette présence, de cette continuité, mais qu'il appartient surtout à l'histoire. Donc, je disais tout à l'heure que ces formes de rencontre avec le passé se font à travers l'histoire que la mémoire, parce que la mémoire fonctionne par d'autres prismes importants qui méritent d'être connus, étudiés, mais la vraie rencontre avec ce passé de la diversité ne peut se faire qu'à travers des études. Et vous avez vu, depuis hier, je vous ai présenté donc des exemples qui sont le fruit de travaux certes personnels, mais surtout des travaux d'étudiants. Donc, tout à l'heure, François avait cité le cas des Pères Blancs, qui existent, qui continuent à exister. J'en parlerai peut-être tout à l'heure dans la discussion pourquoi ils continuent à exister. Et c'est une étudiante, c'est une thèse. C'est né, le travail, le livre est né d'une thèse d'étudiant, de même que d'autres travaux sur les Italiens. Ce sont une nouvelle rencontre que la mémoire, par l'amnésie ou par l'oubli, elle les a invisibilisés, et qu'il appartient à l'université, à la recherche historique de les dégager de l'oubli ou bien de les dégager c'est-à-dire des méandres, de la sédimentation qui s'est faite à travers le temps. Merci.
magnifique,